bonjour à vous qui nous rejoignez, fidèles téléspectateurs. C'est un plaisir de vous retrouver ce samedi matin dans le cadre de votre matinale informative For You Matin. Cet espace qui nous permet de nous entretenir avec un panel trio volet sur les faits d'actualité marquant la semaine sur le continent africain. Et pour ce qui est de ce samedi, on va s'intéresser particulièrement à la situation en République démocratique du Congo. Nous reviendrons d'abord sur cet appel téléphonique du président français Emmanuel Macron. C'était mardi. Il a appelé son homologue rwandais Paul Kagame et selon les services de communication de l'Élysée, le chef de l'État français a demandé à Paul Kagame lors de cet échange téléphonique de respecter l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Il a aussi invité ce dernier à renouer le dialogue avec son homologue congolais Félix Tshisekedi. Et les services de communication de l'Élysée précisent également que Emmanuel Macron a abordé lors de cette conversation la question de la stabilité régionale et de la crise dans l'est de la RDC, en particulier au nord Kivu. On parlera encore de la RDC, comme on l'a dit dans la deuxième thématique de ce mardi. On va se focaliser sur cette injonction juridique des autorités congolaises qui accusent le groupe Apple d'utiliser des produits des minerais exploités illégalement qui proviendraient des mines congolaises et au sein desquels de nombreux droits humains sont violés. On reviendra sur ce dossier avec un autre panel. Un panel ce mardi qui est composé de Stéphane Katala. Vous le connaissez certainement, les habitués de For You Matin. Il est analyste politique. Bonjour à vous, Stéphane Katala. Bonjour, Madame Zili. Et je salue toute la communauté For You TV qui nous écoute partout. Et je salue aussi mon copanéliste qui est avec moi ici ce matin. Ça a toujours été un grand plaisir pour moi d'être ici pour défendre la politique de la RDC, parce que c'est mon pays et je chéris ce pays-là. C'est pourquoi je suis là. Et merci. Merci également à vous, Stéphane Katala, d'avoir répondu à prison aujourd'hui. Alors, comme vous le disiez, effectivement, le copanéliste de ce matin, c'est Thierry Niopé. Il est journaliste. Bonjour. Bonjour Zili, bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver, ça fait assez longtemps qu'on n'a pas partagé le même plateau. Je dis bonjour à Stéphane Katala à qui je renvoie la politesse. C'est un plaisir de partager ce plateau avec lui. On espère que nous serons à la hauteur des sujets qui ont été posés sur la table des échanges. Alors, fidèles téléspectateurs, on rappelle que ce moment, c'est également le vôtre. Ne vous contentez pas seulement de suivre les différents commentaires et analyses qui se feront sur ce plateau. C'est également un espace d'échange où vous pouvez appeler via les numéros qui apparaîtront de temps en temps sur vos téléphones ou encore sur votre écran pour donner votre avis, poser pourquoi pas des questions au panel ou encore faire des commentaires sur les sujets. Voilà les sujets évoqués. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la première thématique de ce matin. Coup de fil du président Emmanuel Macron à son homologue rwandais au sujet de l'insécurité qui prévaut à l'est de la RDC. Avec le concours de la réalisation, nous proposons cet élément qui plante pour nous le décor et on se retrouve après pour les échanges. Endossant le costume de médiateur dans la crise opposant le Rwanda à la République démocratique du Congo, le président français Emmanuel Macron a eu mardi 23 avril un entretien téléphonique avec son homologue rwandais Paul Kagame. La question de la stabilité régionale et de la crise dans l'est de la République démocratique du Congo, et en particulier dans le nord Kivu, a été abordée par le dirigeant français, selon des informations véhiculées par des services de communication de l'Élysée. Le chef de l'État français a appelé au respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et a exhorté Paul Kagame à renouer le dialogue avec Félix Antoine Tshisekedi, qui n'a cesse d'accuser Kigali de piller les ressources minières de son pays à l'est par le biais de groupes armés dont le M23 qui sème la terreur dans cette partie du pays au sous-sol immensément riche. Dans le nord Kivu, province frontalière du Rwanda, pilule de nombreux groupes armés. Goma, le chef-lieu, est depuis lors sous le contrôle des rebelles du M23, soutenus par Kigali. Emmanuel Macron appelle les dirigeants des deux pays à reprendre le dialogue au plus haut niveau, rappelant que leur dernière rencontre remonte au 16 février à Addis Abeba, en Éthiopie,
lors d'un mini-sommet organisé par la médiation angolaise en marge d'un rendez-vous de l'Union africaine. Merci à la réalisation. Alors, on va commencer par vous, Stéphane Catala. Qu'est-ce qui, selon vous, peut bien motiver le président français Emmanuel Macron à jouer les médiateurs dans cette crise ou encore dans ces tensions qui opposent la RDC aux voisins rwandais? Le plus grand problème à savoir là, ce n'est pas qu'il joue la médiation, hein, parce que nous savons que parmi les gens qui soutiennent le Rwanda pour attaquer la RDC, il y a aussi la France, il y a les États-Unis, il y a l'Angleterre et puis ces multinationales, en fait l'Union européenne. C'est ce qui fait que quand Macron était en RDC, je crois que le président Tshisekedi lui avait dit ouvertement que ceux qui ne condamnent pas ouvertement Rwanda, ça veut dire qu'ils ne sont pas avec nous. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont prouvé que les M23, ce n'est que coquilles. Normalement, c'est l'armée rwandaise qui agresse la RDC. Et lui, il ne voulait pas condamner ouvertement Emmanuel Macron. Mais je crois qu'avec beaucoup d'autres réalités, parce que lui, il avait d'abord demandé au président Tshisekedi de privilégier toujours la voie du dialogue. C'est pourquoi ils étaient encore repartis en Angola. Parce qu'avant que Macron arrive en RDC, il était passé toujours par l'Angola. Parce que le président de l'Angola joue la médiation sur cette situation. Voilà. Alors, mais le président Tshisekedi, il a dit qu'il va partir, mais il sait que ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce qu'il connaît au moins la manipulation, bien le mensonge que Kagame a toujours dans cette situation. Pourquoi? Parce que lui, il a toujours dit et il sait que les problèmes entre la RDC et le Rwanda, c'est un problème économique. Donc le Rwanda ne peut pas normalement subvenir à ses exigences économiques sans passer par le pillage en RDC. Bon, quand il est parti, il a manifesté la bonne volonté de ce qui lui a été demandé. Même les Américains avaient aussi demandé au président Tshisekedi, donc il ne doit plus y avoir, parfois l'armée congolaise avec la collaboration et l'FDLR, qui sont des rebelles Hutus. Bon, normalement, il n'y a même pas cette collaboration, mais il y a eu des communiqués qui ont été faits officiellement pour dire à l'armée congolaise qu'il n'y ait plus de contact avec les FDLR. Bon, et il y avait des choses qu'on avait aussi demandé à Kagame d'accomplir, mais qu'il n'avait pas voulu accomplir. On avait demandé aussi, il faudrait que Tshisekedi puisse causer parler avec M23. Lui, il a dit non, il n'y a pas de problème. Mais nous savons que M23, ce n'est que quelque chose constitué par le Rwanda pour aveugler la communauté internationale. Il n'y a pas de problème, on va causer avec eux, mais que Kagame aussi accepte de causer avec FDLR. C'est ce que lui, il n'aime jamais. Bon, c'est ce qui fait que quand Tshisekedi est parti là-bas, Kagame aussi était parti, mais ce qu'on leur avait demandé, Tshisekedi a manifesté la bonne volonté, mais Kagame, dans ses habitudes, il n'a pas voulu coopérer. Et c'est pourquoi, avant même que ce qui est en train de se passer maintenant arrive, nous, on avait déjà compris cela. Quand tout le monde a compris que c'est Rwanda qui est derrière ces mouvements de la rébellion, il a commencé à enrôler maintenant d'autres Congolais pour qu'ils soient comme à la tête de cette rébellion, pour aveugler les gens, pour dire que non, ce ne sont pas les Rwandais, mais ce sont des Congolais. Alors que tout ça, nous savons. C'est pourquoi vous avez vu Nanga, Corneille Nanga, qui était le président de la CENI. Oui, l'ancien président de la CENI. Voilà, aller là-bas rejoindre ces gens avec son mouvement AFC, Alliance Fleuve Congo. Et il y a eu même beaucoup d'autres cadres, parfois de l'ensemble de Moïse Katumbi et de PPRD, qui sont allés le rejoindre. Mais dernièrement, ça ne fait pas 2 jours, il y a maintenant des problèmes entre eux. Pourquoi? Parce que les anciens autorités responsables de M23 ne veulent plus voir Nanga, parce que ça paraît maintenant comme c'est Nanga qui les coiffe tous, alors que c'est leur business avec Kagame. Donc, c'est pourquoi, quand Tshisekedi avait demandé à Emmanuel Macron de condamner ouvertement le Rwanda, lui n'avait pas voulu le faire. Mais avec la diplomatie de Tshisekedi, comme il est en train de... Il est sur tous les terrains, que ce soit la Russie, que ce soit n'importe quelle puissance, pour leur faire comprendre ouvertement que le problème qui est en RDC, ce n'est pas la rébellion, mais c'est l'agression.
Et cette agression, c'est pourquoi? C'est parce que le Rwanda vient exploiter frauduleusement le minerai de la RDC. Et les gens sont en train de mourir. Parce que dernièrement, ils faisaient le chantage, soi-disant, sur le génocide rwandais. Oui. Il y a eu moins d'1 million de personnes qui sont mortes là-bas. Mais au Congo, c'est plus de 6 millions. Vous voyez, tout ça pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont en train de venir avec un esprit tellement méchant pour tuer les Congolais et puis piller les minéraux. C'est pourquoi maintenant, comme le président français a compris que Tshisekedi est tellement ouvert dans sa façon de faire, et il est libre d'aller sur n'importe quel terrain pour trouver des solutions pour la RDC. Oui, qu'il prétend maintenant vouloir ouvrir la porte. Parce qu'il y a d'autres accords, je crois, de pétrole, tout ça avec la France, qu'on a cassé. Et tout ça, ils comprennent que notre Tshisekedi n'est pas n'importe qui. En tout cas, selon vous, ce n'est pas vraiment honnête, sa démarche. C'est une démarche avec des intérêts. La France, oui, normalement, c'est avec les intérêts. Et je me dis même que l'appel qu'il a fait au Rwanda, c'est simplement pour préparer l'avenir. C'est parce qu'il doit partir là-bas à la fin de ce mois. Il a une visite officielle du côté en de France. La France. Oui, donc c'est la diplomatie. Bon, le problème est que Tshisekedi aussi n'est pas un enfant dans la diplomatie. Merci Stéphane Katala pour ces quelques éléments qui voilà, nous vont nous permettre d'avancer dans cette thématique. Selon vous, la venue annoncée du président Tshisekedi du côté de Paris serait aussi l'une des raisons pour lesquelles Emmanuel Macron a eu à avoir cet appel téléphonique avec Paul Kagame. Paul Kagame qui est accusé par Tshisekedi d'utiliser le M23 pour faire main basse sur les richesses de la RDC. Les richesses sont sous-sol du côté de l'Est. Alors, on va également vous passer la parole, Thierry Nyopé. Je rappelle que lors de cet appel téléphonique, Emmanuel Macron a insisté sur la stabilité régionale du côté de l'Est de l'Afrique. Et on sait effectivement que la crise dans l'Est de la RDC a un impact particulier dans cette partie du continent. Oui, mais vous le savez, on ne le dira jamais assez, le monde est un tout. Aujourd'hui, on parle de généralité, on parle de globalité, et c'est une réalité. Il faudrait bien que l'on comprenne que les crises, parfois endogènes, peuvent avoir des conséquences exogènes. Et c'est ce qui se passe malheureusement à l'est de l'Afrique, dans le conflit qui oppose le Rwanda à la République démocratique du Congo de Félix Tshisekedi. Il a son deuxième mandat. C'est clair qu'il doit redoubler d'ardeur pour que son combat, ce combat qui a toujours été le sien, de ramener, selon lui, les richesses congolaises à la population, prennent corps et que cela produise des fruits. Il n'y a pas que le Rwanda qui est soupçonné ou qui est accusé de faire main basse sur les ressources minières du Congo. Vous savez, il y a beaucoup de sociétés, beaucoup de multinationales étrangères qui y travaillent avec l'appui, avec l'accord de la RDC. Donc, c'est quelque peu, je dirais, ce sont des batailles à fleuret moucheté entre deux grosses puissances africaines. Mais il est clair que quand vous écoutez, quand vous lisez Paul Kagame, on se rappelle d'ailleurs qu'en septembre 2023, il avait accordé une grosse interview à un journal panafricain où il revenait justement sur cette crise qui oppose la RDC au Rwanda. Et dans cette interview-là, il martèle que le problème n'est pas nécessairement de leur propre chef. Parce qu'il accuse également Félix Tshisekedi d'être au cœur de ces tripatouillages avec l'appui des puissances internationales. Quand il prend par exemple le cas justement du FDLR, on se rend effectivement compte que quand vous l'écoutez, il accuse Félix Tshisekedi aussi de prendre parti dans ce conflit-là, qui, depuis le génocide, vous savez, entre les Tutsis et les Hutus, qui date pratiquement aujourd'hui plus de 30 ans, il accuse justement Félix Tshisekedi d'être également celui qui manœuvre avec cette rébellion-là pour déstabiliser le Rwanda. Donc quand vous regardez, chacun se rejette la balle. Et il continue d'ailleurs, parce qu'à côté de cela, quand Félix Tshisekedi accuse le M23 de déstabiliser l'Est de la République démocratique du Congo,
Paul Kagame également accuse Félix Tshisekedi d'avoir, d'une manière ou d'une autre, fait intégrer le FDLR dans les forces armées congolaises de manière tacite, sans que cela ne gêne la communauté internationale. Donc, vous voyez, c'est une bataille de positionnement, mais toujours est-il. Et d'ailleurs, Félix Tshisekedi, Paul Kagame va même plus loin en accusant Félix Tshisekedi de chasser les Tutsis qui, au lendemain du génocide, avaient intégré au-delà de l'armée, mais une bonne partie des terres de la RDC pour pouvoir vivre, pour pouvoir s'en sortir. Mais plus de près de 30 ans après, Félix Tshisekedi reste déterminé à les chasser de là pour les renvoyer au Rwanda. Il pense effectivement que... Cette intégration fait des suites à des arrangements qui avaient eu lieu... au lendemain justement de ce génocide-là. Parce qu'effectivement, vous savez, en période de guerre, il est normal que les pays limitrophes accueillent les réfugiés. C'était des réfugiés d'après-guerre et il était tout à fait normal, effectivement, de procéder de la sorte. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi estime que ces Tutsis qui sont, d'une manière ou d'une autre, déstabilisent cette région de son pays et il tient à les renvoyer au Rwanda parce que qu'on le veuille ou pas, ce sont quand même des Rwandais. Ils se sont peut-être intégrés au sein de la population, ont fait des enfants, comme l'explique Paul Kagame. Ils ont fait des enfants, ils ont construit des familles depuis pratiquement 30 ans. Il ne serait pas facile de les chasser du jour au lendemain sous prétexte qu'ils sont des Rwandais. Donc, il y a une sorte de manipulation de l'opinion nationale et internationale à ce niveau. Et toujours est-il qu'il s'agit quand même du territoire congolais, il s'agit des richesses congolaises et ces richesses sont pillées parce qu'en fait, on instrumentalise cette partie de la région-là pour continuer à créer le chaos. Et vous savez que très souvent, le chaos profite aux groupes armés, le chaos profite aux rebelles, aux terroristes qui réussissent très souvent à exploiter les richesses de ce sous-sol sans que le pouvoir, les forces royalistes, les forces loyales, les forces légalistes y aient un droit de regard. Et parfois, d'ailleurs, on reviendra peut-être tout à l'heure, à l'époque, on parlait encore des diamants du sang. Aujourd'hui, on parle du sous-sol qui est exploité par ces puissances, par ces multinationales européennes et même chinoises qui opèrent en toute quiétude dans ces parties du pays-là parce que justement, ce sont des parties instables et cette instabilité ne profite pas nécessairement aux Congolais. Alors, on va effectivement revenir sur ces termes avec vous, Paul Kagame, avec vous, Stéphane, excusez-moi, avec vous, Stéphane Katala. Vous avez effectivement suivi l'intervention de Thierry Niopé qui faisait savoir que les accusations vont dans les deux sens. Si Tshisekedi accuse Paul Kagame d'utiliser le mouvement M23 pour déstabiliser l'Est de la RDC et piller en toute tranquillité les ressources de son pays. Et du côté aussi du Rwanda, il y a des accusations en ce qui concerne le traitement qui est infligé à ces ressortissants rwandais qui se retrouvent du côté de la RDC à la suite de certaines conventions qui avaient été signées au lendemain de la crise. En fait, toutes ces conventions, ça a été toujours truqué. Pourquoi? Parce que quand on regarde sur les organisations internationales, quand il y a guerre dans un pays et qu'il y a une partie du peuple de pays voisins qui vient dans un autre pays, on ne peut pas les laisser à moins de 300 km de frontières de leur pays. Mais cela n'était pas le cas avec la situation de la RDC. Pourquoi? Parce qu'il y avait toujours des complots pour la RDC et les minéraux de la RDC. Et c'est par là qu'on peut comprendre. L'interview, là, j'avais bien suivi tout ça. Et c'est par là que même le monde entier avait compris que Kagame n'avait plus d'arguments pour justifier son agression en RDC. Parce que quand tu reconnais que voilà, on est en train de maltraiter les Tutsis là-bas. Donc, c'est comme s'il justifiait son intervention en RDC, soi-disant pour aller protéger les Tutsis. Alors, si tu reconnais que ces Tutsis se sont déjà intégrés en RDC, toi qui es un président d'un autre pays, qu'est-ce que tu viens faire? Est-ce que tu viendras gérer un autre pays, soi-disant pour protéger un peuple qui se réclame être parfois d'un autre pays? Non, ça c'est...
Le problème est que Kagame n'a plus d'arguments. Est-ce que ce n'était pas légal aussi pour lui, Paul Kagame, de s'intéresser à la situation de ces ressortissants, si on peut l'appeler ainsi, rwandais qui se sont intégrés du côté de la... Alors, même s'il faut s'intéresser pour ces ressortissants, ce n'est pas avec les armes. Vous voyez, ce n'est pas avec les armes. Et je ne crois pas que Tshisekedi avec son cœur, parce que quand lui-même, il a parlé de Banyamulenge, il a dit que ce sont nos frères. Nous, les Congolais, on n'était pas contents. Pourquoi? Parce que lui, il les a acceptés. Pourquoi? Parce que c'était le temps de Mobutu. Quand ces gens sont venus en RDC, on les a acceptés comme ça. On leur a accordé l'espace en RDC. On leur a donné des terres pour cultiver. Mais le problème, c'est quoi? Et étant venus là-bas en RDC, ils ne sont pas restés obéissants à l'État congolais, mais ils se sont laissés manipuler par l'État rwandais. Tout ça, dans la manipulation, tout ça pour venir exploiter nos minéraux. Et quand on parle des FDLR, ces gens, ils sont venus, ça fait 30 ans. Ces gens qui sont venus comme des hommes de l'arme, donc de l'armée, après 30 ans, est-ce qu'ils peuvent encore être en force de tenir les armes? Non. Pourquoi? Parce que quand Kabila père est entré, ils ont suivi, ils ont tué beaucoup de Hutus. Il y a beaucoup de fausses communes qu'on reconnaisse le massacre que les Tutsis sont venus faire aux Hutus en RDC. Vous voyez? Donc, ça, ce sont des arguments qu'il essaie de prendre, qui ne trouvent plus normalement son fondement. Pourquoi? Parce que avant, quand Kagame, avec le pouvoir, le régime de Kabila, oui, c'est le régime que j'appelle toujours de mes gestions, c'était les gens qui travaillaient ensemble pour piller la RDC. Et avec ça, à chaque fois qu'il y avait parfois résistance, Kagame pouvait envoyer ces rebelles-là. Quand ils viennent, parfois ils prennent Goma. Quand ils vont demander le dialogue. Et quand on demandait le dialogue, on pouvait accepter faire le partage du pouvoir. Il y avait l'intégration dans l'armée, dans la politique, jusqu'au haut niveau en RDC. Le Rwandais était infiltré. Quand nous sommes à l'Est, sur le plan administratif, que ce soit des recettes qui entraient, ça allait toujours au Rwanda. Pourquoi? Parce que c'était que des Rwandais qui étaient là, en train de percevoir les recettes. Bon, maintenant, quand Tshisekedi est venu, il a compris toutes ces choses. Vous voyez, je crois que les images qu'on nous a montrées ici, c'est quand ils étaient à Goma pour faire les accords. Lui, il a dit, bon, je suis arrivé au pouvoir. En arrivant au pouvoir, j'ai constaté qu'il y a eu des choses. Mais nous sommes des voisins à vie. Oui. Ce que nous allons faire, oublions ce qui s'est passé, essayons de marcher sur les nouvelles bases. Et sur ces nouvelles bases-là, nous devons faire les accords de gagnant-gagnant. Alors, selon vous, Paul Kagame n'est pas vraiment ouvert. Mais tu sais, le président Tshisekedi l'avait dit ouvertement. Puisque lui, selon il a la grâce. Paul Kagame, le président Tshisekedi est ouvert à un dialogue avec, oui, avec Paul Kagame. C'était devant la télé. Qu'en est-il des intentions de Paul Kagame? C'était devant la télé qu'ils ont fait ces accords. Lui, il a dit, bon, nous allons passer sur la base des gagnants-gagnants. Oui. Au lieu de venir avec les armes pour piller et tuer les Congolais, on va s'entendre. Beaucoup plus, toi, tu as déjà des relations avec des multinationales, avec des grandes puissances. Les minéraux sortent par chez toi. On va seulement organiser pour que la RDC puisse gagner sa part. Vous aussi, vous gagnez votre part. Quand ils ont signé, ils rentrent maintenant à Nairobi pour trouver la paix. Parce qu'il y a eu beaucoup de groupes armés de l'autre côté là-bas. On a appelé tous ces groupes armés sur la table de négociation pour qu'on puisse en finir avec. Bon, maintenant, quand on appelle aussi les M23 sur la table de négociation, on veut prendre des précautions et ils disent que nous, on ne doit pas nous traiter comme tous les autres groupes. Oui. Ils ont quitté la table de négociation, ils sont partis et puis prendre les armes. Et c'est par là maintenant que Tshisekedi a dit que à partir de maintenant, je ne négocie plus avec M23. J'ai compris qu'ils ne sont pas vrais dans leur façon de faire. Et là, il a dit lui-même que lui, il a la grâce qu'il a dit que Dieu lui a donné la grâce qu'il peut s'approcher de quelqu'un. Quand il cause avec toi, il va découvrir réellement qui tu es. Quand il s'est approché avec Ami, il a compris que c'est un menteur, c'est un manipulateur. C'est pourquoi il s'est dit que M23 n'existe pas. Je ne négocierai pas avec M23. S'il faut négocier, je vais négocier avec Kagame. Et pour négocier avec Kagame, il faut d'abord que tous les troupes là, rwandaises quittent les sols congolais. Et c'est là où il y a le problème. C'est là que, je crois, Emmanuel Macron
Les deux présidents à la reprise. Appelle d'abord Kagame. Pourquoi? Parce que Tshisekedi a été toujours catégorique. Le problème, c'est quoi? C'est que Kagame ne veut pas. Il veut qu'il y ait une négociation pour qu'il y ait encore l'infiltration, pour qu'il y ait encore le brassage. Alors Tshisekedi a dit que ça ne se passera plus jamais. Et par là, vous voyez que depuis, ça fait plus d'une année, ils n'ont même pas pu prendre Goma comme c'était avant. Pourquoi? Parce que les infiltrés, les généraux, les colonels, tout ce qui est dans l'armée, on est en train de les enlever, de les retirer. Et ça fait que l'armée rwandaise n'est pas forte. Vous voyez? Ça fait que c'est très difficile. Et c'est pourquoi maintenant, même l'Union européenne est derrière le Rwanda. Les militaires polonais sont derrière le Rwanda. Il y a les autres qu'on capture, même on les tue sur les champs de bataille. Vous voyez? Dernièrement, vous avez suivi l'accord de l'Union européenne avec le Rwanda sur les minéraux stratégiques. Alors que dans le sol rwandais, il n'y a pas de minéraux. Donc, le plus grand problème de Kagame, ce sont des minéraux. Vous voyez qu'il a l'usine. Alors, selon vous, Paul Kagame ne veut pas avoir un franc dialogue avec Félix Tshisekedi. Il n'a jamais été vrai. Parce qu'il souhaite continuer à piller de manière illégale. Oui, il n'a jamais été vrai. C'est qu'il a peur. Pourquoi? Parce que Tshisekedi avait dit ça ouvertement. Alors, vous êtes d'accord avec vous, vous voyez Paul Kagame ainsi, Thierry Nyopé, comme pas vraiment sincère dans la démarche de négociation qui pourtant est prônée par pas mal de partis, dont la partie angolaise. Vous savez, les relations internationales sont extrêmement compliquées. Sur le plan politique, il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas d'amis en relations internationales, il n'y a que des intérêts. Alors que ce soit les États-Unis, la Pologne, la France, et même sur le plan local, le Burundi, l'Ouganda, tous ces pays-là qui gravitent autour justement de cette crise-là. La seule chose que les uns et les autres recherchent, c'est ce qu'ils gagnent dans cette affaire-là. Donc, ce n'est qu'une affaire d'intérêt. Si le président Macron a essayé d'ailleurs, en marge du sommet de New York, il a essayé de réunir, vous avez une très belle photo, de belles images entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi. Jusque-là, la situation n'a pas trop duré. Les uns et les autres s'accusent. Je suis entièrement d'accord avec ce que pense M. Katala, parce que, vous savez, quand on regarde ce qui se passe, vous vous rendrez compte que Paul Kagame du Rwanda dit effectivement que le M23 est un mouvement rebelle qui est aux portes du Rwanda, et à quelques kilomètres de là, il ne peut ne pas dialoguer, ne pas discuter avec les têtes de file de ce mouvement-là. Et à plusieurs reprises, il allait vers eux pour leur demander de cesser les combats, de baisser les armes et de revenir sur la table de négociation. Il se trouve malheureusement, selon Paul Kagame, que c'est quand Félix Tshisekedi décide une fois de plus de les attaquer que le M23 reprend les armes et revient de plus belle. À côté de ça, Félix Tshisekedi dit que le M23 est en fait la face invisible de Paul Kagame, qui l'instrumentalise pour continuer à piller le sous-sol congolais au bénéfice du Rwanda. C'est clair que le Rwanda, quand on regarde le développement du Rwanda aujourd'hui, c'est quand même l'un des pays exportateurs de minerais au monde. Il y a des usines qui y fleurissent, alors que le sous-sol rwandais ne regorge pas de ces minéraux-là. Ces minéraux viennent d'où? Mais nécessairement de l'Est de la RDC. C'est pour cette raison que vous avez écouté Félix Tshisekedi tenir des propos extrêmement rageurs contre Paul Kagame, où il est même allé jusqu'à dire qu'il va déclarer de manière officielle la guerre au Rwanda et à Paul Kagame. Donc, vous voyez bien que dans ce jeu, dans ces alliances-là, il s'est quelque peu exacerbé et estime qu'il est plus que jamais urgent de faire quelque chose. C'est pour cette raison que vous voyez aujourd'hui le président Macron sortir pour essayer de ramener un peu de l'ordre dans ces batailles de leadership-là. Et parlant effectivement d'Emmanuel Macron, quelles peuvent être selon vous les réelles raisons qui aujourd'hui l'amènent à vouloir remettre sur la table le dossier tension Rwanda-RDC? On ne peut pas, je l'ai souvent dit, nous sommes des journalistes, nous sommes là pour analyser les faits, on ne peut pas lire dans la boule de cristal. Vu que Emmanuel Macron n'a pas dit de manière ouverte quelles sont ses intentions, mais nous savons qu'en relation internationale, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Et le sous-sol de la RDC regorge des minéraux qui sont extrêmement utilisés par les multinationales, y compris les multinationales françaises. Et cette crise ne profite pas nécessairement à
à ces multinationales-là, donc, et également en jouant des coudes avec ces différents pays, ces deux présidents-là, il est clair qu'en se repositionnant, il est également possible. Vous savez, en relation internationale, il est parfois possible pour un chef d'État d'amener les puissances locales, en fait, les puissances nationales, à, pourquoi pas, à gérer ou à participer à l'effort de guerre et d'industrialisation. Donc, si Macron le fait, il est clair qu'au terme de cela, il est possible, il pourrait être possible pour les multinationales françaises de se repositionner soit au Rwanda, soit en RDC. Je vous rappelle que la France est de plus en plus à la quête de nouveaux marchés pour pouvoir asseoir à la fois son hégémonie et également pour permettre justement à ces... vous avez écouté ces derniers temps-ci où certains anciens généraux français estimaient qu'il est plus que jamais urgent de recoloniser l'Afrique parce qu'en fait, en procédant de la sorte, la France en elle-même se garantit une base économique suffisamment importante pour lui permettre de gérer tous ces chômeurs-là qui sont parfois payés à la solde au gré des intérêts des Africains. Donc, c'est une affaire, à mon sens, c'est une affaire d'intérêt. Donc, la France a tout intérêt à ce que les différentes parties s'accordent. Et vous savez qu'en période de guerre, celui qui réussit à ramener la paix est nécessairement bien vu. Donc, peut-être il joue de ces coups-là. Mais je continue à croire que c'est un problème de positionnement. Alors, vous allez permettre, Thierry Niopé, Stéphane Katala, qu'on marque une petite pause, le temps de permettre aussi à certains téléspectateurs qui aimeraient participer à ces échanges de dire un mot sur ce premier sujet qui concerne cet appel téléphonique d'Emmanuel Macron qui a décidé de jouer les médiateurs dans les tensions qui opposent aujourd'hui la RDC et le voisin rwandais. Alors, si du côté de la réalisation, tout est prêt, on va passer la parole au premier intervenant. Ok. Je voudrais dire bonjour à Madame la journaliste et dire bonjour à nos intervenants sur le plateau. Ce que je veux dire, c'est que le Congo est un des plus grands pays d'Afrique et un des plus riches pays d'Afrique. Moi, je ne sais pas à quel jeu jouent les dirigeants congolais depuis que Mobutu, depuis Lumumba jusqu'à Mobutu jusqu'aujourd'hui. Moi, je trouve que M. Tshisekedi est en train de jouer à un jeu. Bon, lui, en le voyant, il est un agent de la CIA au Congo. Et les Banyamulenge qui sont rentrés au Congo il y a de cela 30 ans au temps de Mobutu, mais moi, je ne sais pas, à l'est du Congo, ce qui se passe. Quand il fait, depuis son voyage à Moscou, qu'il voit les Russes et que les Russes amènent un contingent pour chasser ces rebelles de quoi là qui sont là-bas, parce que c'est le piège de l'est du Congo qui est aujourd'hui, en tout cas, vu par tout le monde. Au lieu de pérorer à chaque moment, dire que bon, on va signer des accords, tout ça, mais qu'il met son armée et fait appel à la Russie afin de pouvoir avoir des armes solides, afin de chasser ces voyous qui sont là-bas à l'est du Congo. Mais tous les téléphones aujourd'hui qui sont dans le monde, mais tout ce qui est dedans vient du Congo. Mais est-ce qu'il faut laisser 12 millions de morts jusqu'à là depuis 30 ans à cause des minéraux du Congo? Et là, chercher à faire des accords avec Kagame, mais que Kagame sache qu'il est l'ennemi de l'Afrique et l'ennemi du centre de l'Afrique. Parce que ce qu'il est en train de faire l'Afrique centrale, mais vraiment c'est désolant. Il faut que l'armée russe puisse descendre de ce côté-là. Est-ce que M. Kagame, M. Tshisekedi ne voit pas tout ce qui est en train d'être fait au niveau du Mali, du Burkina, du Niger, même de la République centrafricaine? Et il est là en train de jouer le jeu afin de pouvoir détruire toute la population congolaise. Des milliers de morts, 12 millions de morts depuis 30 ans. Mais attends, qu'il se réveille un peu.
Donc, moi, vraiment, c'est alarmant. Quand j'entends que M. Tshisekedi est en train de signer des accords avec Kagame, un petit pays comme le Rwanda, qu'est-ce qu'il a à foutre? Aller signer des accords. Et c'est avec eux que les gens vont signer des accords sur les minéraux, des trucs comme ça. Le Rwanda a quoi comme minerai dans son sous-sol? Il n'a rien là-bas. Hein? C'est là-bas qu'on installe le comptoir de vol, le comptoir de pillage. Alors vraiment, moi, je suis désolé, mais moi, je voudrais intervenir pour dire cela, au lieu que nos intervenants puissent bien nous expliquer des choses. La seule manière, c'est de muscler l'armée congolaise et chasser ces rebelles qui sont à l'est du Congo. C'est tout. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci. Thématique. Nous allons encore prendre un autre appelon si effectivement du côté du standard, il y a encore des personnes en attente. Ok, donc ça veut dire que je voulais d'abord parler sur le rôle de la France dans comme médiateur. Mais la France alimente la guerre des deux côtés. Ça veut dire elle alimente hypocritement la guerre au Congo et en Rwanda. Comment la France peut être appelée comme médiateur? C'est vraiment, ça veut dire continuer à prendre les Africains comme des gens, comme les gens tout juste d'après l'indépendance, quoi. Ils ne savent pas que les Africains ont commencé à réfléchir actuellement, comme eux, peut-être même. Et la deuxième chose, ça veut dire, je sais que ici, vous savez, ici en Afrique, ça veut dire mais il va falloir que l'Afrique se disloque entièrement. Ça veut dire qu'il faut que les pays africains là soient disloqués entièrement pour se reconstruire en fédération. Si on parle de dislocation, ça veut dire de supprimer les frontières issues de la colonisation. Donc, comme par exemple à la frontière du Nigeria et du Niger, vous avez les Hausa des deux côtés. Donc, ces Hausa n'ont qu'à supprimer par exemple la frontière entre eux et constituer leur groupe ethnique. À la frontière entre le Cameroun et le Gabon, ainsi un peu partout en Afrique, c'est les mêmes trucs. Comme entre le Sénégal et le Mali, il y a les mêmes peuples qui vivent des deux côtés de la frontière. Et ces peuples-là, si les dirigeants ne veulent pas s'unir, si les dirigeants ils se battent cupidement pour leur intérêt personnel, ne veulent pas unir les Africains, que les Africains eux-mêmes unissent ceux qui sont à la frontière, là. C'est comme ça que ça a été divisé. Et là, d'abord, ils s'unissent, ça devient des entités, des petites entités. Et à partir de là, maintenant, on forme une confédération africaine. Voilà, c'est la seule manière pour nous, que je vois, c'est la seule méthode pour que l'Afrique soit vite réunie encore. Merci. Merci également à vous. Alors, on va revenir sur ce plateau pour dire un mot sur ces interventions. Vous les avez suivies, Stéphane Katala. Déjà, la première intervention, ce téléspectateur accusait le président Félix Tshisekedi d'être assez laxiste. Compte tenu de la gravité de la situation à l'est de la RDC, selon lui, il est peut-être temps de se focaliser sur la voie militaire au lieu de continuer à négocier ça et là pour finalement ne pas avoir des résultats positifs sur le terrain. En fait, depuis nous sommes sur la voie militaire. Je l'ai toujours dit ici que l'armée congolaise était infiltrée. Ce n'était pas une armée qu'on pouvait se lever et puis aller attaquer Rwanda qui s'était préparé 30 ans. Mais avec l'avènement de la venue de Tshisekedi au pouvoir, il a réformé l'armée. Dernièrement, ça ne fait pas 2 jours, ça fait pas, je crois que c'est 3 jours. Il y a un autre groupe de commandos qui vient de sortir de la formation. Vous voyez? Donc là, nous avons au moins une armée dissuasive. Parce qu'avant, quand Kagame toussait, allez, Goma tombe. Mais aujourd'hui, ils ont essayé ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible. Nous sommes sur les champs de bataille. Chaque fois, quand Kagame parfois disait que... Parce que moi, ce n'est plus un débat pour dire que est-ce que c'est le Rwanda ou bien c'est l'M23. Non. Merci. Effectivement, selon vos propos, Paul Kagame ne joue pas franc jeu dans cette scène de dialogue. Alors pourquoi effectivement ne pas aller au front et en finir, en découdre avec... Mais nous sommes au front. Et le plus grand problème, c'est quoi? Le plus grand problème, c'est que le désordre est dans notre maison. Si nous sortons de notre maison pour attaquer l'autre maison,
tant que le désordre est dans notre maison, nous ne pouvons pas nous en sortir. Pourquoi? Parce que l'ennemi est chez nous. Hormis ces ennemis qui sont venus chez nous, il y a d'autres Congolais qui sont en connivence avec Kagame pour combattre toujours leur pays. Pourquoi? Parce que c'était déjà la mafia bien organisée. Vous voyez. Il y a des usines de raffinerie de l'or au Rwanda, construites par les Qatariens, à cause de l'or de la RDC. Mais maintenant, ces usines ont fermé. Ça ne fonctionne plus. C'est pourquoi Kagame ne peut pas lâcher, parce qu'il a pris l'argent de ces gens. Et il cherche partout le moyen pour payer toutes ces dettes-là. Et avec Tshisekedi au pouvoir, ce n'est plus possible. Nous sommes toujours sur... Il y a des deuils au Rwanda, tous ces jours-ci. Moi, je me permets de causer avec une Rwandaise. Elle est chez au Cameroun. Son mari même était mort du temps des génocides, c'était un militaire. Et à chaque fois, je lui dis, mais dis à ton président, on est en train de finir vos frères. Elle dit, oui, il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de mourir. Ils meurent beaucoup. On finit d'abord avec eux. Et vous savez que dernièrement, en RDC, on a fait la levée de mesures qui empêchaient la peine capitale. Vous voyez. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de traîtres dans notre armée et même dans notre classe politique. Et maintenant, on est en train de les condamner à mort tous les traîtres là. Ça fait que beaucoup de ces traîtres, beaucoup de ceux qui étaient infiltrés dans l'armée, les autres, ils abandonnent, ils rentrent chez eux au Rwanda. Hier, on a arrêté un ancien député provincial qui était avec les ADF. Vous voyez? Donc, il y a même d'autres personnes qui étaient comme des députés qui sont aujourd'hui avec Nanga dans la rébellion. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez là où Kabila se trouve, parce que moi, je ne connais pas là où il se trouve, parce qu'il a été cité aussi dans la rébellion. Il n'est pas en RDC. Sûrement, il a fui, parce qu'on ne connaît pas là où il est. Donc, il y a beaucoup même des cadres politiques en RDC qui sont comptés dans la rébellion. C'est pourquoi il faut d'abord beaucoup plus organiser chez nous à l'intérieur. Parce que si on attaque le Rwanda... Dans cette situation-là, c'est difficile, selon vous, pour les autorités congolaises d'aborder fermement la voie militaire? Nous sommes déjà dans la voie militaire. Mais nous allons avec beaucoup plus de sagesse pour ne pas encore faire mourir beaucoup la population congolaise. Parce que maintenant, c'est le Congo qui est en train de perdre toujours. C'est pourquoi il faut beaucoup de stratégies. Il faut beaucoup de stratégies. Et l'armée rwandaise a été préparée plus de 30 ans avec ces grandes puissances qui lui donnaient les armes. Vous vous rappelez que le secrétaire général de l'ONU avait dit l'autre fois ici que le M23 a des armes plus sophistiquées que l'ONU. Vous voyez? Bon, mais maintenant, la RDC a des grandes armes maintenant qui peuvent attaquer le Rwanda. Mais il faut qu'on organise d'abord notre armée. Dernièrement, on a failli faire tomber un général dans l'embuscade. Un général que le président a sa confiance. Ils sont partis sur le champ de bataille. On l'avait déjà trahi. Dieu merci, il a reculé. Et en reculant, ces gens de M23 étaient obligés de prendre un village. Et quand ils se sont préparés, ils sont revenus pour les chasser. Donc, il y a beaucoup de traîtres, beaucoup de trahisons. Mais ce n'est plus au niveau où cela était. La RDC n'est plus là où elle était. Aujourd'hui, il y a de vrais interlocuteurs pour la RDC. C'est ce qui fait que même Emmanuel Macron, il sait déjà que si la voie militaire qu'ils ont soutenue le Rwanda, ça n'a plus marché. Ils se disent que si nous n'allons pas derrière, tu sais ce qu'il dit, nous allons risquer de perdre tout. C'est pourquoi ils sont en train de jouer avec ces jeux diplomatiques, comme M. Serge Thierry l'a dit ici, dans la politique, qui sont dans la diplomatie, il n'y a que les intérêts qui comptent. Bon, maintenant, lui, tu sais que c'est quelqu'un que la tête tourne très bien. Il a grandi, il est né dans la politique, il a grandi dans la politique. Même en Europe, là où ils sont là, lui, il a fait 30 ans en exil là-bas. Donc, il connaît comment il traite avec ces gens-là. Il est sur le plan militaire. Et j'avais dit l'autre fois que lui, il fait beaucoup aussi les combats de cervelle. Il faut que ces gens-là, parce que nous voulons avoir des résultats qui vont durer. Vous est engagé sur plusieurs fronts. Oui. Nous voulons les résultats qui doivent durer. C'est bien beau d'aller prendre la Russie. Oui, mais après, ça sera quoi? Ok. Alors, on va aussi permettre à Thierry Niopé de dire un mot. Ce sera d'ailleurs par là que nous allons mettre un terme
à cette première thématique. Félix Tshisekedi est donc engagé sur tous les fronts, que ce soit sur le plan militaire ou diplomatique. Il ne néglige aucun aspect. Alors, même la Russie et l'Ukraine, il y a toujours des négociations malgré qu'il y a la guerre. Voilà. Alors, Thierry Niopé, je rappelle que Félix Tshisekedi, lorsqu'il est venu au pouvoir en 2019, avait vraiment décidé, comme vous l'avez d'ailleurs appelé lors de votre première prise de parole, avait décidé de résoudre ce problème d'insécurité qui prévaut depuis plus de 2 décennies du côté de l'Est de la RDC. Alors aujourd'hui, il est à son 2e mandat. On le suit dans ses différentes démarches. Vous croyez vraiment qu'il est sur la voie pour arriver à une issue positive? En fait, je l'espère. Je l'espère pour les intérêts des peuples. Parce que qu'on le veuille ou pas, ce sont des gens qui meurent à la suite de ces attaques, de ces incursions armées. Et il faut nécessairement que cela cesse d'une manière ou d'une autre. Il faut donc voir dans quelle mesure régler ce genre de problème. Parce que quand on est dans une situation comme celle-là, il y a énormément d'intérêts qui vacillent. C'est la raison pour laquelle je dis souvent aux gens, parfois on sait quand commence une guerre, mais on ne sait pas exactement quand elle finit. C'est la raison pour laquelle il faut davantage travailler pour qu'il y ait une sorte de dialogue, pour que les uns et les autres reviennent à des sentiments meilleurs. Parce qu'on ne le dira jamais assez, c'est une guerre qui a fait déjà de milliers de morts. Je crois qu'elle va même au-delà du génocide entre Tutsi et Hutu qu'on a enregistré il y a 30 ans, d'ailleurs, en 1994. On vient même de commémorer le trentenaire de ce génocide-là. On a accusé les puissances internationales. On a même parfois l'impression que Félix Tshisekedi manipule l'opinion internationale à ce niveau. Il joue justement avec ce génocide-là pour essayer d'instrumentaliser la communauté internationale. Mais il faut que l'on comprenne que le génocide est passé loin derrière. Il est déjà trentenaire. Aujourd'hui, il faut regarder les choses avec beaucoup de lucidité. Il est clair que le M23 est d'une manière ou d'une autre en étroite liaison avec Paul Kagame, parce que lui-même l'a avoué dans plusieurs interviews. Il est en contact avec les chefs militaires, il discute avec eux sous prétexte que le M23 est à quelques mètres des frontières du Rwanda. Il va accuser Félix Tshisekedi d'être également en contact avec les forces démocratiques de libération du Rwanda, alors que tout le monde sait effectivement que les FDLR sont pratiquement affaiblis, diminués, même dans leur manière de procéder, alors que le M23 est suffisamment bien armé. Et aujourd'hui, la RDC est déterminée à avoir son autonomie, son indépendance et à exploiter finalement ses ressources minières. Il y a un intervenant qui l'a dit tout à l'heure, c'est l'un des pays les plus riches en Afrique, mais malheureusement, cette richesse-là ne profite pas. Si vous voyez tous les documentaires qui sont tournés autour de la RDC, autour de son sous-sol, vous voyez parfois comment les Chinois maltraitent même les Congolais sur leur propre sol. Vous posez 1001 questions. Donc, il est déterminé à faire rééquilibrer ces choses-là parce qu'il se rend effectivement compte que les richesses de sous-sol congolais ne profitent pas nécessairement aux Congolais, ils profitent à d'autres puissances telles que le Rwanda, ils profitent aux multinationales telles que les multinationales chinoises qui opèrent en toute quiétude dans ces zones-là au détriment des populations. Ce sont des documentaires parfois qui sont choquants. Vous voyez comment on maltraite un Congolais dans sa propre terre, dans son pays, sous prétexte qu'il a pris parfois un gramme d'or, sous prétexte qu'il a certainement mal travaillé, il est parfois giflé devant même ses autres frères. Il faudrait donc qu'il y ait une sorte d'union de cœur au niveau des Congolais pour que cette situation connaisse une issue favorable. Je ne suis pas nécessairement de ceux qui prônent la voie des armes. Regardez ce qui se passe entre l'Ukraine et Moscou. Ce sont les populations qui en pâtissent, ce sont des populations qui meurent. Ces gens qui prennent ces décisions ne pas jamais au front. Félix Tshisekedi n'ira jamais au front pour lutter contre le M23. Paul Kagame n'ira jamais au front pour lutter contre l'armée congolaise, sous prétexte que peut-être le FDR est infiltré dans l'armée régulière. Moi, je continue à croire que la voie diplomatique peut être une issue favorable. Vous l'encouragez alors, Tshisekedi à oui, parce que
il est déterminé parce qu'il a dit si la voie diplomatique ne cadre pas, il va utiliser la voie armée. Mais vous savez que ça fait plus de 25 ans qu'on utilise les armes à l'est de la RDC. La situation n'a pas suffisamment changé. Entre-temps, tout le monde a vu le Rwanda connaître son essor économique contrairement à la RDC. Donc, c'est une voie qui n'a pas nécessairement porté. Aujourd'hui, la communauté internationale qui est derrière, et je vous rappelle d'ailleurs que le Parlement au Royaume-Uni a finalement validé une loi qui va leur permettre de renvoyer au Rwanda les demandeurs d'asile rwandais qui en fait ont beaucoup utilisé le génocide rwandais pour pouvoir se positionner à la face du monde. Donc cette instrumentalisation-là est en train d'être remise aujourd'hui au goût du jour, à la fois même pour être dénoncée. Donc, à mon sens, c'est par cette voie-là que l'on pourrait arriver à une solution durable et pérenne. Et Félix Tshisekedi a tout intérêt à ce que la communauté internationale qui est derrière la RDC dans cette crise-là continue à le soutenir pour que cela ait des conséquences positives à long terme. Parce que la voie armée n'a jamais profité au peuple, elle n'a à la limite profité très souvent à ceux qui savent l'utiliser. Donc la RDC, Stéphane l'a dit tout à l'heure, ne peut pas de front attaquer le Rwanda, même si c'est un pays qui a moins de 27 000 km² en termes de superficie, alors que la RDC en termes de superficie, c'est plus d'1 million de kilomètres. Donc il faudrait que l'on comprenne que cela ne fait pas nécessairement de la RDC une grande puissance militaire qui soit capable de faire vaciller le Rwanda qui a suffisamment utilisé ses ressources pour se bâtir une renommée militaire, même en instrumentalisant des mouvements comme le M23. Donc, il faudrait que Félix Tshisekedi réfléchisse davantage pour penser aux générations, pour penser au peuple, parce qu'une voie armée n'est pas nécessairement salutaire. Merci Thierry Nyoper. En tout cas, vous encouragez le président Félix Tshisekedi à persister sur la voie diplomatique. Selon vous, elle pourrait mieux porter des fruits que la voie militaire. Alors, on va donc mettre un terme à cette première thématique, mais on va encore parler de la RDC dans le deuxième sujet qui nous intéresse dans le cadre de cette matinale informative. Merci à vos fidèles testateurs de rester avec nous pour cette deuxième phase qui nous amène donc à nous intéresser à cette injonction juridique des autorités congolaises au sujet de Apple. Apple qui est accusé par les autorités congolaises d'utiliser dans ses produits des minerais exploités illégalement et qui proviendraient de mines congolaises, des mines au sein desquelles de nombreux Congolais travaillent, et cela dans le non-respect des droits humains. En tout cas, il ressort du dossier remis par Kinshasa que la société Apple utilise dans ses produits des minerais stratégiques achetés au Rwanda. Le Rwanda qui reste donc, selon Kinshasa, un acteur central de l'exploitation illégale de minerais et notamment de l'exploitation de l'étang et du tantal du côté de la RDC. On vous propose cet élément signé Mbala qui nous en dit certainement plus sur ce sujet. Selon des informations recueillies, le gouvernement congolais accuse le groupe Apple d'utiliser ces produits de minerais exploités illégalement et qui proviendraient de mines congolaises, au son desquelles de nombreux droits humains sont violés. Selon les avocats mandatés par la République démocratique du Congo, ces minerais seraient ensuite transportés hors de la RDC et notamment vers le Rwanda où ils seraient blanchis. Il ressort également du dossier remis par la République démocratique du Congo que les sociétés Apple utilisent dans ces produits des minerais stratégiques achetés au Rwanda, affirment les avocats mandatés pour rédiger une mise en demeure sommation avant le déclenchement d'une procédure judiciaire. Et toujours selon ces avocats, le Rwanda est un acteur central de l'exploitation illégale de minerais et notamment de l'exploitation de l'étang et du tantal en RDC. Cette mise en demeure a été adressée cette semaine aux deux filiales Apple en France par les avocats français, par William Bourdon et Vincent Brigade. Un courrier a également été envoyé à la maison mère américaine du géant
de la TICA qui commercialise notamment l'iPhone et les ordinateurs Mac. Notons que le sous-sol de la République démocratique du Congo regorge d'importants minerais, le pays étant notamment le premier producteur mondial de cobalt et le premier producteur africain de cuivre. Merci à vous, Bala, pour ce reportage qui nous a permis d'en savoir plus sur ce sujet, cette démarche juridique que souhaite donc engager la République démocratique du Congo. On parle encore des ressources minières de ce pays avec une fois de plus l'implication du Rwanda. Vous avez suivi ce reportage et vous êtes certainement au parfum de cette information, Stéphane Katala. Ça fait, je peux dire que les années que je suis au courant de tout ça. Comme je le disais, parce qu'il n'y avait pas de bons interlocuteurs pour la RDC pour faire sortir toute la vérité. Il y a des journalistes européens qui ont fait des documentaires en faisant un peu de traçage pour voir comment ces minéraux du sang sont en train de partir. Mais beaucoup plus les multinationales n'aiment pas accepter les interviews. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce qui se passe. Et derrière ces multinationales, il y a leurs pays qui viennent aussi pour les accompagner, afin qu'ils puissent facilement Effectivement, le document des autorités congolaises fait savoir que ces minéraux qui sont exploités illégalement et dans le non-respect des droits humains passent du côté, transitent du côté du Rwanda. Alors que la RDC indexe aujourd'hui ce géant de la téléphonie mobile qui est Apple ou encore de l'électronique en général. Est-ce que, selon vous, c'est une démarche qu'il fallait? Est-ce qu'il ne faut pas effectivement indexer plutôt les nations qui sont utilisés comme transit au lieu d'aller directement frapper les multinationales? Mais le problème est que nous avons dit ici que Tshisekedi est sur tous les terrains, tous les fronts. Vous voyez. Déjà avec Kagame, c'est très difficile parce que c'est un manipulateur, quelqu'un qui ne peut pas accepter la vérité, c'est un menteur. Vous voyez. Quand on lui dit normalement que son économie est reposée sur les pillages des minéraux de la RCI, il ne veut pas croire. Oui. Alors que il y a des entreprises qui ont fermé à Kigali depuis que Tshisekedi avait publié l'état de siège à l'Est. Parce que ça a fait que beaucoup de minéraux ne sortaient plus et beaucoup de multinationales sont rentrées. Bon, ce n'est pas seulement Apple. Il y en a beaucoup qui viennent prendre ces minéraux-là, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, partout. Une fois, le président Tshisekedi a parlé avec l'émissaire des États-Unis. Il lui a dit, mais pourquoi? Parce que ils exigeaient toujours Tshisekedi à négocier avec le Rwanda, avec le M23. Tout ça, pourquoi? Parce qu'ils ont tous compris que ce n'est plus facile, la façon de faire comme autrefois. Tshisekedi a dit, il ne peut pas négocier. Et il a dit à cet émissaire américain, pourquoi vous soutenez le Rwanda? Et ils ont dit la vérité, que ça fait 30 ans qu'il n'y avait pas de vrais interlocuteurs. Vous pensez que alors ces grandes industries ont besoin, les Suisses ont besoin de minerais pour faire prospérer leurs affaires. Alors selon vous, cette injonction des autorités congolaises, c'est une manière de dire quoi? D'arrêter de négocier avec ce parti? Qu'ils arrêtent de négocier, de prendre ça d'une façon illégale, qu'ils viennent, la porte est ouverte, comme ils ont fait avec les Qatariens, qui allaient prendre l'or là-bas au Rwanda. Il leur a dit, écoutez, l'or que vous prenez là-bas au Rwanda, c'est l'or du sang. Venez, la porte est ouverte. Ils ont vendu même l'or devant la télé à Kinshasa. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté faire des accords maintenant avec la RDC. De la même façon, la Chine aussi, c'était la même chose. Parce que sur les champs de bataille, on avait pris le matériel militaire de la Chine, alors que la Chine n'acceptait pas de donner des matériels militaires au Rwanda. Et quand ils ont vu, Tshisekedi est parti avec quelques membres du gouvernement jusqu'en Chine. Ils ont renégocier les accords que l'État de Kabila. Ça a été mal fait. Et maintenant, la Chine et la RDC sont en coopération normale. C'est pourquoi, beaucoup plus, vous avez suivi dernièrement comment Kagame était en train de pleurer. Il dit que notre Tshisekedi, c'est un manipulateur. Alors que c'est lui qui est le vrai. Pourquoi Tshisekedi va avec la vérité? Alors, oui, merci. Il dit aux gens, écoutez, voilà les minéraux. Nous avons des minéraux que vous avez besoin.
Vous voulez amener le monde dans le numérique. C'est en RDC. Alors, selon vous, les autorités congolaises sont plutôt en train d'appeler ces multinationales de passer par les voies normales pour s'enquérir de ces... Oui, ils les appellent à passer par la voie normale et aussi, ils doivent être condamnés. Mais est-ce qu'effectivement, Thierry Niopé, ces multinationales ne gagnent pas, voilà, en passant par des voies illégales, comme c'est le cas en ce moment, comme c'est est présenté dans ce rapport des autorités congolaises? Elles savent bien qu'elles sont dans le faux en achetant ces minerais qui transitent par des pays voisins. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'amitié ni en politique, ni dans le business. Alors, les multinationales sont là pour faire le maximum de profit possible. Et cela passe nécessairement par des canaux comme cela. Tout le monde sait aujourd'hui que ces ordinateurs que nous utilisons, ces tablettes et tout ce qui participe à l'industrie électronique tire l'essentiel de sa matière première en Afrique. Pas nécessairement en RDC, mais en Afrique. Parce que la RDC est comme le bastion. Donc ces minéraux-là, rappelez-vous, il y a même des films, des documentaires qui ont été produits autour des diamants du sang. Oui, il y a tout un traçage même sur... des minéraux de sang. Et actuellement, effectivement, la RDC est un désastre sur le plan de l'exploitation de ce sous-sol-là. C'est pour cette raison que le travail abattu par Félix Tshisekedi est un travail qui mérite d'être salué, félicité. Malheureusement, et on sait qu'il est très légaliste, il a son deuxième mandat. À la fin de son mandat, il devra céder son tablier, à moins que le peuple congolais décide, à travers des mécanismes institutionnels, de lui garantir, pourquoi pas un troisième mandat qui puisse lui permettre de parachever ce travail immense, qui en principe date de plus de 3 décennies, plus d'une trentaine d'années. Il faudrait que l'on l'accompagne dans cette politique de mobilisation de son peuple derrière je dirais, la récupération de son sous-sol, récupération véritable de son sous-sol. Parce que ce soit le coltan, on l'a souligné tout à l'heure, c'est un minerai extrêmement important utilisé par Apple. Et il est puisé en RDC. Alors, ces industriels-là savent effectivement qu'en l'achetant sur le marché, cela reviendrait nécessairement plus cher. C'est la raison pour laquelle... Mais en passant par les canaux normaux, cela leur reviendrait également plus cher. Oui, non, en fait, je voulais dire que cela leur revient moins cher. C'est la raison pour laquelle même, parfois, à l'époque, ces multinationales étaient accusées d'instrumentaliser même les guerres. Vous savez, l'industrie des armes ne peut survivre que s'il y a la guerre. L'industrie de l'exploitation du sous-sol ne peut exister véritablement à vil profit que s'il y a des guerres, parce que la dignité humaine, pour eux, importe très peu. Tout le monde sait aujourd'hui que beaucoup de au-delà, après avoir même exploité le sous-sol, ces éléments-là sont renvoyés en Chine où la main-d'œuvre est sous-payée. Et ils savent bien que le même téléphone, ces iPhones, comme on les appelle, en fait des produits de marque Apple, s'ils sont fabriqués aux États-Unis, sont réellement commercialisés, ils deviendraient extrêmement chers. C'est la raison pour laquelle ils utilisent une main-d'œuvre bon marché qui se retrouve malheureusement en Chine et voilà, donc ce qui leur permet de les vendre à un prix certainement raisonnable et permet également aux actionnaires d'engranger des marges bénéficiaires énormes. C'est la raison pour laquelle vous voyez ceux qui sont derrière ces mastodontes-là sont extrêmement riches, sont bougrement riches, parfois au détriment de ces Congolais-là. Quand vous regardez comment vivent les Congolais de l'Est du pays, vous avez des larmes aux yeux. Alors que c'est de là que vient l'essentiel de la ressource. Même des richesses voilà, la matière première qui participe justement à... Donc il faudrait que ce travail, c'est pour ça que je dis la voie armée... Mais est-ce qu'effectivement les autorités ne sont pas aussi à plaindre dans cette situation si effectivement les minerais sont exploités de manière illégale du côté de l'Est du pays, dans des conditions comme l'on a vu avec les vidéos que nous fait parvenir la rédaction? Est-ce qu'effectivement, en tout cas, comment comprendre effectivement que l'exploitation des minerais dans cette partie se retrouve en train d'être faite dans ces conditions-là?
Mais c'est la raison pour laquelle... Est-ce à dire, excusez-moi, que le gouvernement congolais aussi a tout mis en œuvre pour que ces minerais soient exploités selon les normes? Mais on a l'habitude de dire en philosophie, l'homme est un loup pour l'homme. Il se trouve malheureusement que Félix Tshisekedi, vous connaissez sa foi religieuse, c'est un homme qui croit extrêmement en Dieu. Et vous savez, quand vous croyez en Dieu, vous mettez l'homme au centre de vos préoccupations. L'homme n'est plus utilisé comme un moyen, mais plutôt comme une fin. Et c'est ce que Félix Tshisekedi fait ces derniers temps. Il a mis l'homme au centre de sa vie. Vous savez, quand on le voit prier, quand on le voit à genoux, quand on le voit devant les hommes de Dieu, vous comprenez effectivement qu'il a certainement une mission salvatrice. Et pour moi, je continue à croire qu'il mérite d'être salué, d'être accompagné pour cela. Parce qu'à l'époque, ceux qui ont dirigé la République démocratique du Congo, l'ex-Zaïre, s'en foutaient à la limite. Tout le monde sait que parfois, ces multinationales-là, quand ils puisaient ou quand ils puisent tout ce qu'ils prennent, parfois dans le sous-sol, reversent une partie de cet argent généralement à ceux qui dirigent. Donc ceux qui dirigent sont complices d'une manière ou d'une autre de l'état de déliquescence dans lequel se trouve parfois le peuple. Quand vous avez vu ce qui s'est passé au Gabon, vous avez vu des valises d'argent dans des domiciles privés, alors que le peuple gabonais avait de la peine à vivre décemment. Donc c'est la même chose. Ça a été le cas sur Mobutu, ça a été le cas sur Kabila père, qui n'a pas mis long, grâce à la rébellion. Ça a été le cas véritablement sur Kabila fils, au point où pour que Félix Tshisekedi asseye même son pouvoir, il a dû faire alliance avec Joseph Kabila pour pouvoir gérer. Heureusement que lors du deuxième mandat, il s'est ravisé et il a pris les rênes véritables du pouvoir pour lui permettre maintenant d'asseoir cette politique-là. Malheureusement, il n'a plus beaucoup de temps pour pouvoir continuer. Maintenant, ce n'est que sur le plan légal, constitutionnel que ça peut se régler. Donc, ces régimes sont au courant, ces régimes savent ce qui se passe et les multinationales ont tout intérêt à ce que cela se passe ainsi parce que ça leur permet quand même de générer beaucoup de profits et on ne peut pas les accuser pour cela. Les Africains sont responsables de leur propre turpitude. Je vous rappelle, aujourd'hui, on travaille sur des projets extrêmement porteurs entre le Cameroun et la République du Congo, avec le Congo-Brazzaville, par exemple pour l'exploitation des minerais de fer. Parce qu'en exploitant ces minerais de fer, par exemple, ce que les gens ne savent pas, c'est que le Cameroun et la République du Congo, Congo-Brazzaville, se placeront dans le top 5 des plus grands exportateurs du minerai de fer dans le monde. Ça veut dire que si les Africains prennent véritablement conscience de l'impact que le développement de leur sous-sol peut avoir dans le devenir de leur population, je crois que l'Afrique en sortira grandie. Parce qu'on apprend, par exemple, que ne serait-ce que pour cet exemple-là, en exploitant ce sous-sol sur 25 ans, cela ferait pratiquement plus de 20 000 milliards de francs CFA qui seront glanés de cette exploitation exclusivement. Imaginez 20 000 milliards de francs CFA injectés dans l'économie réelle des pays, ce que cela peut avoir comme impact positif. Alors, en frappant du poing sur la table, Stéphane Katala, au sujet de l'exploitation illégale des minerais à l'est de la RDC par Apple, le clan Tshisekedi, selon Thierry Ignopé, eh bien, démontre qu'il ne fait pas partie du tout de cette mangeoire sale. Il ne compte pas être un acteur dans l'appauvrissement de cette partie de l'Est de la RDC. Il a d'ailleurs cité l'exemple du Gabon, où on a eu à avoir des mâles d'argent dans des maisons, des personnes qui ont occupé les hautes sphères de l'État. Il y a également cette affaire de pétrole, de l'exploitation du pétrole dans ce pays où on a souvent accusé la famille Bongo d'avoir signé des conventions avec des groupes comme Total et de tirer profit pendant des années sur l'exploitation du pétrole gabonais sans même que la population gabonaise, elle, puisse en profiter. Alors vous êtes d'accord qu'aujourd'hui, oui, j'approuve vraiment ce que Apple, Tshisekedi montre effectivement qu'il n'est pas de ces dirigeants-là qui s'enrichissent au détriment du peuple. J'approuve ce que M. Thierry a dit parce que moi, quand je parle souvent ici de ce président, j'ai tellement confiance en lui parce que je sais qu'il est vrai dans tout ce qu'il fait. Voilà comme l'exemple qu'il vient de donner
si ces projets pouvaient vraiment aboutir du Cameroun et de la République du Congo pour exploiter. Et c'est cette politique que Tshisekedi était venu avec. Quand il est allé voir Kagame, c'est cette politique-là. Parce qu'aujourd'hui, cette politique va bénéficier beaucoup entre la RDC et la Zambie. Vous voyez, aujourd'hui, la RDC et la Zambie sont en train de construire l'usine de fabrication de batteries électriques de voitures. Vous voyez. Parce que dans sa politique, même tous ces gens-là, ils ne veulent pas la politique. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent plus qu'on vienne transporter des minerais dans un état brut pour amener en Europe. Ils veulent que les gens-là investissent chez nous. Alors, certains voisins congolais aujourd'hui ont compris effectivement qu'ils peuvent tirer profit. Voilà. Donc, ils veulent que ce soit les multinationales qui viennent, qu'ils investissent en RDC. S'ils veulent des minerais, qui commencent à travailler les minéraux, qui ne prennent plus de minéraux dans un état brut pour partir avec. Parce que nos minéraux, quand on arrive dans le développement de travail, ça devient encore plus cher même que les minéraux dans un état brut. Donc c'est pour dire que si c'était quelqu'un qui accepte qu'on vienne lui donner des valises d'argent derrière, il ne pouvait pas faire ces combats qu'il est en train de faire. Est-ce que vous savez combien de fois Tshisekedi a raté le coup d'État? Tout ça pourquoi? Parce que les multinationales sont des gens qui provoquent des coups d'État dans des pays, des grandes puissances, et même ces pays. Effectivement, ce rapport du gouvernement congolais pointe également du doigt la complicité entre cette multinationale et des groupes armés à l'est. Oui. Kabila père, il est mort. Pourquoi? Parce que c'était même les pays aussi limitrophes, que ce soit le Rwanda, qui se sont ligués avec tous ces gens pour finir avec lui. Mais Tshisekedi simplement, comme il le dit, Tshisekedi a une mission. Il n'est pas venu pour faire le mandat comme ça, non. Il a une mission. Oui. Il n'est pas venu pour des mandats interminables. Il a une mission et nous prions vraiment que cette mission-là puisse s'accomplir. Pourquoi? Parce que quand on regarde aujourd'hui, il y a au moins Lumumba qui avait cet esprit-là pour l'intégrité ou bien l'indépendance totale de la RDC sur tout le plan. Et puis on l'a fusillé. Il y a Mobutu qui est venu, il a fait ce qu'il a fait dans la dictature. Ça ne nous a pas bénéficié. Kabila père est venu, il n'a fait que 4 ans. Lui, c'était un nationaliste. Mais ceux qui l'ont accompagné n'étaient pas vrais avec lui. C'était toujours Kagame. Bon, celui-là, nous ne savons même pas, ce n'est pas un vrai Congolais. C'était un Rwandais qui s'est masqué comme fils de Kabila, qui a pris tout ce temps pour nous ramener encore en arrière. Celui-ci, c'est un enfant du pays. Quand il a pris le pouvoir, nous tous, on disait, les Congolais disaient que celui-ci, on connaît au moins chez lui. S'il fait l'erreur, on va dire à sa maman que voilà ce que ton fils fait. Donc, il aime ce pays-là. Il porte ce pays-là dans son cœur. Des fois, il abandonne son lit, il se couche au sol pour prier pour ce pays. C'est pourquoi il disait au moins qu'il peut ne pas faire beaucoup de grandes réalisations, mais il va laisser le pays sur les rails. Que parfois, celui qui viendra après lui, il aura la facilité d'amener le pays sur l'émergence. Merci. Alors, aujourd'hui, vous croyez vraiment, Thierry Nyorpé, que la démarche engagée par les autorités congolaises, qui parlent d'ailleurs d'aller jusqu'à dans les voies juridiques pour pouvoir amener ces multinationales à assumer leurs responsabilités, vous croyez que c'est une voie qui peut aboutir? On parle quand même là de Apple. Oui, non, mais écoute, aucune puissance économique en termes de multinationales ne peut dépasser un État, que l'on le sache. Si Félix Tshisekedi décide aujourd'hui que Apple n'exploitera plus jamais son sous-sol, il réussira à le faire, et même sur le plan international, il aura raison, parce qu'en fait, il s'agit de l'intégrité territoriale de son pays. Il a été voté pour préserver justement cette intégrité territoriale-là, et c'est ce qu'il fait avec beaucoup de maestria, que cela plaise ou pas. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas. Son combat est un combat extrêmement difficile, parce qu'il n'y a pas que les ennemis de la RDC derrière lui. Donc, il n'y a pas que, par exemple, le Rwanda. Il n'y a pas que les partisans de Paul Kagame. Il y a aussi ces multinationales qui ont tout intérêt à ce que la situation demeure comme telle. Vous ne voyez que Apple. Il y a beaucoup de multinationales chinoises qui pillent le sous-sol congolais sans que cela ne meuve le reste du monde. Et il est plus que jamais urgent de taper du poing sur la table, parce que l'Afrique
d'hier ne sera jamais l'Afrique d'aujourd'hui, ne sera pas l'Afrique de demain. Les jeunes Africains, du moins pour la majorité, on commence à prendre conscience que le développement de l'Afrique ne peut être que endogène. Parce que aujourd'hui, je vous rappelle qu'on paye les chômeurs français. On ne les paye pas parce que la France est une puissance militaire. On ne les paye pas parce que le sous-sol français regorge beaucoup de pétrole, beaucoup du coltan, beaucoup de manganèse. Non, on les paye justement parce qu'ils ont suffisamment pillé le sous-sol africain pour garantir des ressources qui puissent leur permettre de gérer justement ces populations-là. C'est pour cette raison que on l'avait dit, François Fanon le disait, et si l'Afrique se réveille? Et c'est justement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. L'Afrique est en plein essor, l'Afrique est en plein réveil. Il y a un confrère qui a beaucoup travaillé pour une chaîne internationale, notamment en France, qui, du jour au lendemain, a totalement changé de camp parce qu'il avait compris. Il avait compris comme nous, Africains, avons compris que ce n'est pas en passant nécessairement, en allant nécessairement en prenant la mer, le désert, qu'on peut faire développer son pays. On ne peut participer au développement de nos différents pays, de notre continent, que sur le plan endogène. C'est la raison pour laquelle on demande toujours aux Africains. C'est pour ça que j'apprécie énormément le travail, le combat mené au Mali, au Burkina Faso, au Niger, en Guinée-Conakry, par ces gens que certains préfèrent, par ces chefs des transitions qu'on appelle parfois rebelles, mais ils ont compris effectivement que si on ne passe pas par certaines voies, l'Afrique ne sera jamais libérée. Parce que ces puissances-là, ces multinationales, que ce soit la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne et les autres, n'ont pas intérêt à ce que les Africains s'approprient de leur indépendance. Parce que l'indépendance a été octroyée à l'Afrique sur le plan politique, mais jamais sur le plan économique. Vivement que de pareilles initiatives, de pareils combats prennent corps pour que l'Afrique se développe sur le plan endogène. Parce qu'il est à la limite insultant de savoir que des jeunes Africains meurent au désert, partent mourir de froid. Les gens parlent du Canada comme un Eldorado, c'est assez risible. Si on vous met au Canada dans des températures extrêmes, pour voir dans quelle mesure, dans quelles conditions ces Africains, ces jeunes frères partent pour y travailler, c'est vraiment pitoyable. Donc, de guerre lasse, il faudrait qu'on travaille davantage, que nos chefs d'État prennent conscience que le développement ne peut se faire qu'en interne. Et cela passe justement par ces accords-là. Il faut regarder les autres droit dans les yeux, leur dire que c'est le win-to-win, c'est le gagnant-gagnant. Vous transformez, vous exploitez nos ressources, oui, mais vous transformez l'essentiel de ces ressources sur le plan local. Même si on n'atteint pas les 50%, mais commencez déjà. Même si on n'a pas l'industrie. Commencez déjà, voilà. C'est ce qui se passe, par exemple, vous avez parlé tout à l'heure entre la RDC et le Zaïre. Et la Zambie, je veux dire. Il faudrait qu'on commence par quelque part. Et c'est ce quelque part-là qui mérite d'être encouragé. Le Cameroun l'a compris avec le Congo-Brazzaville. Il y a 15% du minerai de fer qui seront transformés dans ces différents pays-là. Cela va permettre de baisser le coût du fer. Cela va permettre aux gens de se construire, parce que le fer coûte extrêmement cher, notamment au Cameroun, à se construire rapidement. Et cela va permettre à l'État d'engranger l'argent qui pourrait participer aux bénéfices des populations. À côté de cela, d'ailleurs, je vous rappelle qu'un projet comme cela va permettre à ces États, notamment au Cameroun, de bénéficier quand même de 540 km de voies ferrées gratuitement. Juste, c'est bon parce qu'on va exploiter une partie de son sous-sol-là. Donc, ce sont des initiatives qui méritent d'être encouragées. On ne peut qu'encourager le président Félix Tshisekedi. Dans cette démarche donc, concernant Apple, alors c'est à vous que revient Stéphane Katala le privilège de dire un mot pour mettre un terme définitif à ces sujets. En fait, je crois que le président Tshisekedi est sur une bonne voie. Il a totalement mon soutien. Nous attendons le gouvernement qui doit sortir, je crois que parfois ce week-end-ci, pour prendre vraiment la marche totale pour son deuxième mandat, qui sera un grand succès, je le sais déjà. Je prie seulement que le Seigneur vraiment le garde et le protège et que l'Afrique puisse gagner. Merci à vous, Stéphane Katala. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On espère en tout cas vous retrouver. Mon co-panéliste Thierry,
que j'ai découvert aujourd'hui. Merci beaucoup. Effectivement, comme vous le dites, la première fois que vous partagez le plateau avec Thierry Nyopek, on espère aussi retrouver dans de nos prochaines échéances. Merci Zélie, c'est un plaisir. Hein. Vous savez, quand je suis sur place, je ne manque pas d'être là quand vous me faites appel parce qu'en fait, l'Afrique a besoin d'un éveil de conscience et c'est notre devoir de participer justement à cet éveil-là parce que nous n'irons pas au désert, nous n'irons pas prendre la mer, nous croyons en l'Afrique et nous croyons que le développement peut être endogène. Je crois qu'à la sortie des nouveaux gouvernements, on va se retrouver ici pour essayer de donner la mission que ce gouvernement aura. Et une chose encore autre, parce que ce qu'il avait dit qu'il est venu pour déboulonner les systèmes. Oui, on se dans le déboulonnage des systèmes, aujourd'hui, dans nos institutions, il n'y a plus de Rwandais. Oui. Il y avait des Rwandais dans le Sénat, il y avait des Rwandais dans l'Assemblée nationale, même dans les gouvernements. Mais pour le moment, il n'y en a plus. Merci à vous. On est en train de nettoyer aussi la zone Afrique australe, là, parce que les gens comme Kagame ne méritent plus d'être au pouvoir. En tout cas, merci Stéphane Katala, aussi à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. On rappelle deux thématiques qui nous intéressaient ce samedi. On a parlé de cet appel téléphonique du président français Emmanuel Macron à son homologue rwandais Paul Kagame au sujet de l'intégrité territoriale de la RDC que ce dernier a demandé à être respecté. Emmanuel Macron a également appelé les deux dirigeants, à savoir Paul Kagame et Félix Tshisekedi, à renouer avec le dialogue. On s'est également intéressé à cette démarche prise par les autorités congolaises au sujet de la multinationale américaine Apple, qui est accusée par Kinshasa de contribuer à la maltraitance des individus du côté de l'Est de la RDC en exploitant de manière illégale les minerais que regorge cette partie du pays. Fidèles téléspectateurs, on espère vous retrouver lundi pour une autre édition de ce programme, la matinale For You Matin. Mais on vous rappelle que l'information, elle reste en continu sur For You Média Africa.